Mesdames et messieurs, bonjour, ici Hélène Fouquet. Si je vous demande où vous étiez le 6 décembre l'an passé, il y a des bonnes chances pour que vous ne vous en souveniez plus. Mais si je vous demande où vous étiez il y a 20 ans, le 6 décembre 1989, vous allez probablement vous rappeler précisément de ce que vous faisiez quand vous avez appris que 14 jeunes femmes venaient d'être froidement abattues dans cette école ici derrière moi, Polytechnique. Cette journée-là, il y a des centaines de personnes qui ont été littéralement plongées dans l'horreur. Les victimes, bien sûr, et leurs familles, les blessés et tous les témoins de ce drame. Et parmi eux, des ambulanciers, des policiers qui sont entrés dans cette école pressés de porter secours à des blessés pour tenter de leur sauver la vie. Cette émission aujourd'hui vise à leur rendre hommage, à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui font leur devoir, souvent dans des conditions difficiles, parfois même pénibles. Mon nom est Yves Francaire, je suis policier à Montréal depuis 1986. Le 6 décembre 1989, une date inoubliable, des événements inoubliables. J'ai été patrouilleur à Côte-des-Neiges lorsque nous avons reçu l'appel pour nous rendre à l'école Polytechnique, où à ce moment-là, on nous disait qu'il y avait des coups de feu, puis il y a possiblement une prise d'otage. Mon nom est Mario Vallière, je suis policier pour la Ville de Montréal. Je travaille à la section circulation et sécurité routière. 6 décembre, à l'époque, je travaillais à l'ancien district 31, qui était le poste de Côte-des-Neiges, affecté à la patrouille avec mon partenaire, la patrouille régulière. Et lorsqu'il est rentré un appel pour la Polytechnique. Mon nom est André Beaulieu. Je suis paramédic à Urgence Santé. J'ai fait partie des événements de la Polytechnique du 6 décembre 1989 avec mon collègue Philippe Brun à l'époque. On a été appelés sur les lieux, si ma mémoire est bonne, vers 5h20. Là. Mon nom est François Will, je suis commandant au poste de quartier 31. Je suis rendu à ma 23e année de service et j'étais présent le 6 décembre au moment de la Polytechnique, habillé en civil avec le gilet du poste 31. Ma partenaire et moi, on était sur Côte-des-Neiges. Il neigeait à gros flocons. Je descendais plutôt direction au sud, puis j'ai entendu l'appel. Souvent, ils rentrent des appels comme ça qui ne sont pas fondés. Mais là, par contre, ça rentrait en rafale, les appels rentraient en rafale, plein d'informations. On entend sur les ondes qu'il y a possiblement des gens qui tirent. Évidemment, quand on était arrivé, personne ne savait ce qui se passait. Personne ne savait rien. À l'arrivée, c'est l'enfer. Les gens descendent, il y a des blessés. C'était la panique. Tout le monde sortait par toutes les sorties possibles. Il y a quelques gens qui nous disaient « Ah, il y a quelqu'un qui tire », mais tellement peu versus les gens qui sortaient puis qui ça valait comme un peu « Pourquoi qu'on sort ?» Mais c'était confus. Honnêtement, je pense qu'on n'était pas prêt à répondre à un événement d'une telle ampleur. Ça a tenu un petit peu de l'improvisation, à mon avis, ce qui s'est passé. Et c'est pas la faute des personnes qui étaient sur place, loin de là. Les premiers véhicules arrivés sur place sont arrivés pratiquement en même temps que les premiers véhicules de police de la SPCUM de l'époque. Et on a demandé aux intervenants d'attendre à l'extérieur parce que l'appel, les choses se déroulaient encore à l'intérieur, même qu'il y a des ambulanciers de l'époque qui entendaient des coups de feu à l'extérieur, qui attendaient à l'extérieur et ils entendaient des coups de feu. Dès qu'on a pu aller à l'intérieur, déjà là, ça nous causait un problème parce que le superviseur qui était à l'extérieur n'avait aucune façon de communiquer avec nous. À l'époque, on n'avait pas de radio portatif. En 89, on n'avait pas de radio pour communiquer avec la centrale, autrement que si on était dans l'ambulance. Gros problème. On n'a pas de communication parce qu'à l'époque, on n'avait pas de radio portatif sur nous. On avait un, mais bon, qui était passablement inefficace.
Fait qu'il n'y avait pas de communication. Fait qu'on s'est promené, puis à un moment donné, on croisait des policiers, puis bon, ça va, OK. Fait que nous, le réflexe qu'on a, puis les directives qu'il y avait à l'époque, c'était de faire un périmètre, de sécuriser l'endroit. Mais là, sécuriser l'endroit, ça sort, il y a beaucoup d'étudiants. On a été retardé d'entrer sur les lieux parce que les policiers n'avaient pas le OK, le go, parce qu'il y avait un tireur fou, il était peut-être plus qu'un. Tant qu'eux autres n'avaient pas assuré la sécurité de la scène, il n'était pas question que nous, on procède. Nous avions été formés pour pouvoir faire un périmètre étanche, pour pas qu'il y ait de fuite de suspects, ni d'entrée d'autres victimes dans un lieu. C'était une procédure qui se fiait sur les spécialistes, c'est-à-dire qui dépendait du SWAT, du GTI, du groupe de policiers armés lourdement et entraînés à faire face à cette situation-là. Et tous les services de police étaient formés à cet effet-là. Quand on est rentré, c'était comme... il y avait déjà une personne qui était décédée. Puis sur le côté, il y a Joyeux Noël, bonne année. Puis en plein milieu de la salle, il y a une victime qui est par terre. C'est mon partenaire de l'époque, Marco Gosselin, vous le nommez, qui a pris un drap qui traînait et qui a brillé la jeune fille. Mais c'était comme probablement une scène pareil comme si on était à la guerre. Là, c'était le chaos total. On entendait des policiers parler entre eux qu'il y avait peut-être 2 ou 3 tireurs. Alors là, ça ne te tente pas trop de te promener sans protection si tu ne sais pas s'il y a des tireurs. Je me suis dirigé des escaliers roulants au 2e étage. Je me souviendrai toujours, il y avait une photocopieuse et il y avait une jeune fille blessée grièvement. Il manquait à peu près la moitié du visage. Il y avait un étudiant qui s'en occupait. Il m'a demandé si le secours s'en venait. J'ai dit oui. J'ai demandé de continuer de s'en occuper. Il y en a une, dans le rapport du coroner, ils ont parlé souvent d'une blessée, mais je pense qu'il y en a eu plusieurs alentour d'une photocopieuse. Là. Et on l'a soignée celle-là, puis elle était atteinte assez gravement. Puis on a dit aux étudiants qui étaient à côté, assurez-vous que la prochaine équipe qui arrive, qu'elle soit évacuée rapidement. Il y a un moment où est-ce qu'on avait même plus, on n'était plus en position là où est-ce qu'on pouvait affronter ou confronter un homme armé là. Je pense qu'on fait le tri déjà des victimes inconsciemment. Là. Fait que ce qu'on a fait, c'est dans le fond, on a fait le tour de peut-être 2-3 étages. On a fait à peu près le tour de tout ce qui était scène de crime. Un moment donné, il y a un policier qui m'est arrivé avec une jeune femme qui avait une balle à travers l'épaule, mais elle marchait. J'ai donné quelques bandages. J'ai dit, monsieur, sortez avec, elle marche, merveilleux, allez-vous-en, sortez, qu'elle soit vue le plus vite possible. C'est comme ça. On faisait ce qu'on pouvait pendant peut-être 40 minutes. Finalement, on a fini par évacuer quelqu'un. On s'est dirigé vers la salle de classe et là, c'est là qu'on a vu l'hécatombe, les images affreuses. C'est-à-dire qu'il y avait 6 jeunes filles qui avaient été tuées, qui étaient mortes, pas loin de la porte d'entrée, qui avaient tenté de se sauver. C'était une classe qui était fait un petit peu comme un rectangle en profondeur. Et dans le fond de la classe, il y avait une échelle au mur en métal, c'est des vieux locaux qui menaient à un soupirail. Et les gens avaient tenté de se sauver par l'échelle de métal, passer par le soupirail. Malheureusement, le soupirail, il y avait un cadenas qui verrouillait. Mais au-delà de tout ça, il y a un parent qui s'est présenté là. Puis un confrère. C'est toi.